Euh, Nous allons enregistrer la présentation pour qu'elle soit revisualisable par d'autres personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc, on est là pour 1h30 pour parler des nouvelles opportunités de financement pour la rénovation des bâtiments publics en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, sur les bonnes pratiques, merci à tous de couper vos micros, de vous renommer avec le nom, prénom et la structure de telle manière à ce qu'on puisse savoir qui intervient ou qui pose une question. Donc, vous avez les instructions là pour le faire. Eh ben, j'attends toujours. Oui, il y en a un qui n'a pas coupé son micro. Et puis, pour poser les questions, comme on est très nombreux, on avait un peu plus de 200 inscrits, donc on utilisera la conversation et vous pouvez poser vos questions sur la conversation, sachant que le principe qu'on va adopter, c'est on fait d'abord les présentations, on stocke les questions et ensuite on apporte les questions aux présentateurs à la fin des interventions. De préférence, les caméras sont coupées de telle manière à ne pas utiliser trop de bandes passantes. Sur le déroulé, donc, je vais vous faire une rapide présentation du centre de ressources régional pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Ensuite, on aura une présentation du Fonds vert par deux interventions, une de l'Adrial et une de la Banque des territoires. Et puis ensuite, on aura une présentation, donc une séquence de questions sur les fonds verts. Ensuite, la présentation du FEDER 2021-2027 par la région et pareil, une séance de questions-réponses. On va démarrer tout de suite. Ah ben, c'est pas le bon PowerPoint. Excusez-moi. Je recommence. Donc, ce webinaire a lieu dans le cadre du Centre de ressources régional de la rénovation des bâtiments tertiaires. Nous avons un site internet qui s'appelle renotertiaire-aura.fr sur lequel vous retrouverez tout un tas d'informations sur les actualités, mais également des informations pour guider les maîtres d'ouvrage sur la rénovation des bâtiments tertiaires et en particulier les bâtiments tertiaires publics. Ce centre de ressources est porté par l'État, le SGAR, l'Adréal, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME et la Banque des territoires. Il existe depuis fin 2019. Il est animé par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et on a pour cible les acteurs territoriaux, les syndicats d'énergie, les ALEC, les SPL et autres qui accompagnent les communes dans leurs projets de rénovation et tous les maîtres d'ouvrage publics, notamment les communes. On organise différents événements. Donc, on a une lettre d'information. Si vous allez sur le site, vous pourrez vous y inscrire. Elle est mensuelle. Elle donne pas mal d'informations sur l'actualité de la rénovation des bâtiments tertiaires en France et en région. Et puis, on met à jour régulièrement différentes ressources. On a également donc un format webinaire comme aujourd'hui, mais on a également des ateliers plus réduits en nombre sur des questions techniques ou autres qui se présentent au cours de l'année. On a également, pour information, travaillé avec Aide Territoire. Aide Territoire, c'est une structure nationale qui a un site internet aideterritoire.beta.gouv qui propose en fait la totalité des aides disponibles pour tout le monde sur tous les domaines de l'environnement, mais même plus largement. Et comme il y avait un foisonnement d'aides trop important, on a discuté avec eux pour avoir une recherche spécifique qui s'appelle Réno tertiaire-aura, je vous l'ai mis en bas là, aideterritoire.gouv, de telle manière à pouvoir sélectionner parmi toutes les aides qui sont proposées sur la mobilité et autres, celles qui sont dédiées à la rénovation énergétique des bâtiments publics notamment. Et donc, vous pouvez, si vous utilisez cette recherche-là, vous aurez déjà un pré-tri qui vous fera apparaître les aides dont vous pouvez bénéficier en Auvergne-Rhône-Alpes. Elles sont aussi triées du plus local au plus national, voire européen. Les aides qui apparaissent en premier sur cette recherche sont les aides locales, départementales, comme là, on vous a mis un exemple avec
l'accompagnement personnalisé du conseiller énergie du syndicat d'énergie de la Haute-Savoie. Pour information, pour ceux qui nous écoutent, donc notamment pour le FEDER, mais aussi pour la Banque des Territoires. Donc, toutes les aides qui apparaissent sur ce site sont des aides qui apparaissent aussi sur les territoires au niveau national. Et donc, vous pouvez revenir vers nous, que vous soyez, si vous êtes porteur d'aide, pour qu'on voit ensemble comment faire apparaître vos aides, notamment j'ai vérifié, ni le Fonds vert, ni le FEDER n'apparaissent aujourd'hui sur la rénovation des bâtiments publics. Et donc, on pourra travailler ensemble pour faire apparaître vos aides dans cette recherche. Marine, je te laisse la main sur l'agenda. Oui, quelques infos sur les prochains événements qu'on vous propose dans le cadre du centre de ressources. Donc, le 30 mars, on organise une conférence régionale, notamment en partenariat avec le projet européen Bapora à Saint-Étienne, donc sur la rénovation énergétique en région, à travers les 140 projets qui sont accompagnés dans le cadre de Bapora. Le 25 avril, donc ce n'est pas un événement du centre de ressources, malgré tout, ça peut aussi vous intéresser. Donc, il y a le comité régional acté organisé à Clermont-Ferrand. Le 9 mai, une formation sur l'impact financier d'un projet de rénovation énergétique sur le budget d'une commune, donc organisée à Lyon, dans les locaux d'Aura 2E. C'est déjà la 3e session. Le 14 juin, journée régionale des accompagnateurs. C'est une journée qu'on organise 2 fois par an dans le cadre du centre de ressources et qui permet à chacun d'échanger un peu son expérience au cours d'ateliers. Et le 15 juin, la conférence finale du projet Bapora, organisée à Lyon. Et donc, tous ces événements sont à retrouver sur la page agenda du centre de ressources. On ouvre généralement les inscriptions à peu près un mois avant. Donc, pour l'instant, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à la conférence du 30 mars, si ça vous intéresse. Et je vous mets dans le chat le lien vers l'agenda. Vous pourrez retrouver toutes ces infos. Merci beaucoup. Donc, on est à votre disposition pour tous ceux qui souhaitent nous contacter. Et par ailleurs, toutes les présentations d'aujourd'hui seront disponibles sur le site du centre de ressources dans la journée, sans doute, ou plus tard demain. Donc, Elles vous seront aussi envoyées par mail avec l'enregistrement du webinaire. À tous les participants. C'est ça. Et ben voilà, j'ai terminé pour ma part et donc je vais laisser la parole tout de suite à Antoine Nolly de la DREAL pour qu'il nous présente le fonds vert côté État et ensuite on laissera la parole à la Banque des Territoires. Antoine, je te laisse prendre la main sur la présentation. Oui, donc bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien ma présentation, Laurent? C'est bon? Très bien. Ça marche bien. Ok, parfait. Donc, je vous rappelle les consignes, les questions par le chat et on les concentre après les interventions de la DREAL et de la Banque des Territoires. Merci. Ok, merci Laurent. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, Antoine Nolly, je travaille à la DREAL Auvergne-en-Alpes. Je suis chargé de mission sur la rénovation énergétique du parc tertiaire, public et privé. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le fonds vert, donc les principes généraux du fonds vert, avec un petit focus sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux. Donc voilà, donc dans la présentation, je présenterai donc le fonds vert pour ceux qui le connaîtraient pas suffisamment, les différents outils d'accompagnement mis à disposition. Et puis donc voilà un point sur un focus sur la mesure qui nous concerne sur la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux, avec donc quels sont les bénéficiaires, les critères de sélection, comment cumuler les aides, la nécessité aussi d'une étude thermique qui est rappelée, et comment on est organisé localement au niveau régional. Le fonds vert, c'est un fonds qui a été décidé du coup par la Première ministre au cours de l'été dernier pour accélérer la transition écologique dans les territoires, qui est doté de 2 milliards d'euros au total au niveau national, qui a été créé par la loi de finances de 2023. Donc l'objectif, c'est bien d'accompagner les collectivités pour accélérer la transition écologique des territoires. En Auvergne-Rhône-Alpes, la déclinaison a donné un peu plus de 231 millions d'euros sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur toutes les mesures du fonds vert, avec un objectif d'une part d'ambition écologique de ce fonds, mais également un rythme d'engagement qui doit être soutenu, puisque la totalité du fonds doit être consommée en engagement cette année, avec un rythme d'engagement assez soutenu
qui correspond à un rythme classique de suivi budgétaire, avec la moitié notamment des actes d'engagement pour le 30 juin et les 3/4 pour le 30 septembre. À noter aussi que ce fonds vert, c'est un fonds du coup du ministère de la Transition écologique et des collectivités territoriales, qui est géré donc au niveau national par la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, avec des gestions régionales par les DREAL, voilà, qui sont responsables au niveau régional de ce budget-là, sur un budget spécifique voilà, qui s'appelle 380. Donc, il repose sur 3 axes, le fonds vert. Donc, ces 3 axes, donc, le premier, c'est le renforcement de la performance environnementale dans les territoires. C'est ce qui va nous concerner, nous, sur la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Ces 3 axes, du coup, ils sont déclinés en 13 mesures, voilà, qui sont détaillées sur la plateforme Aide Territoire. Vous avez le lien cliquable sur la présentation qui vous sera envoyée. Donc, ces 13 mesures, donc, par exemple, donc, il y a l'accompagnement au déploiement des zones à faible émission, le recyclage du foncier, hein, des friches. Donc, la mesure qui nous intéresse aujourd'hui sur la mise en œuvre de la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux, la prévention des inondations, le covoiturage, etc. Également une mesure transverse pour un accompagnement adapté de ces projets avec un soutien en ingénierie pour l'animation et la planification. Et donc, on verra aussi un lien avec la Banque des territoires dans la présentation qui suit par la Banque des territoires. Avec 2 principes forts du coup sur ce fonds vert à noter. Donc, la déclinaison du fonds vert et son application est territorialisée, le plus souvent au niveau départemental. En tout cas, sur notre mesure sur la rénovation énergétique des bâtiments publics, c'est au niveau départemental que les fonds ont été délégués et vont être gérés localement par les préfets de département. Et toutes les mesures sont ce qu'on appelle fongibles, c'est-à-dire que l'ensemble de l'enveloppe pour toutes les mesures du fonds vert, les 13 mesures, a été délégué au niveau départemental avec des préfléchages pour chaque mesure. Mais si il y a des mesures qui consomment plus que d'autres, voilà, l'argent pourra être reversé sur ces autres mesures. Donc, sur cette diapositive, vous trouverez du coup différents outils pour accompagner donc, le déploiement du fonds vert qui sont à disposition pardon, des collectivités ou des accompagnateurs qui peuvent les aider à mettre en œuvre des projets. Donc voilà, vous pourrez cliquer sur les différents liens. Donc, il y a notamment le premier document sorti est un guide à l'attention des décideurs locaux pour expliquer un peu le principe du fonds vert et à quoi ça pouvait emmener. Des cahiers d'accompagnement pour chaque mesure. Donc notamment un cahier d'accompagnement pour la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux qui va rappeler qui sont les bénéficiaires, quels sont les différents critères, etc. Une foire aux questions également que vous pouvez consulter si vous posez des questions sur ce fonds vert qui est mis à jour régulièrement où du coup la plupart des réponses peuvent être disponibles. Et également donc, voilà, un réseau de correspondants locaux fonds vert donc, qui est marqué en cours de constitution mais qui est constitué à ce jour au niveau départemental. Il y a donc plusieurs correspondants fonds vert coordonnés par les préfectures des départements. Et donc un site web pour tous les porteurs de projets et le grand public sur le ministère de l'écologie. Donc voilà, on en parlait, donc c'est juste un petit focus là, donc sur Aide Territoire, hein, vous avez une foire aux questions notamment qui est disponible sur un onglet cliquable, et puis tous les documents que je vous ai présentés précédemment, vous pouvez aussi les télécharger directement sur cette plateforme-là, pardon. Alors, à noter que tous les dépôts de dossiers et l'instruction se font via la plateforme gérée par le gouvernement, démarchesimplifiée.fr. Donc, tous les dossiers fonds verts doivent passer par cette plateforme-là. Il n'y aura pas d'appel à projet spécifique. Voilà, tous les guichets sont ouverts au fil de l'eau tout au long de l'année, avec, on a vu, du coup, un objectif de consommation assez rapide. Donc, il faut mettre assez rapidement en place les demandes de subventions sur le site. Pour rappel, donc, les mesures sont instruites au niveau local par les services déconcentrés de l'État, donc pour préfecture et DDT. Et le porteur de projet va devoir renseigner un certain nombre de critères sur démarche simplifiée, assez rapide, hein. Enfin, le volume paraît important, mais c'est des critères souvent d'identification, etc., mais également des critères qualitatifs sur les projets,
avec notamment voilà, quel pourcentage d'économie d'énergie, quelle réduction d'émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2, etc. Et également les autres subventions qui peuvent être demandées. Un petit point de vigilance Bon. également. Okay. Donc, Je tombe dessus. Merci pour les coupages de micro. Pour les dossiers, pour les porteurs de projets qui auraient déjà posé des demandes pour des projets de rénovation énergétique des bâtiments publics locaux dans le cadre de la DETR et des CIL, il va falloir quand même faire une demande spécifique fonds vert via démarche simplifiée. Voilà, c'est vraiment démarche simplifiée va centraliser toutes les demandes spécifiques au fonds vert. Excusez-moi. Les questions, vous voulez passer par le. Non, mais c'est juste une remarque, parce que la préfecture nous a dit que quand on avait fait une DETR, on n'avait pas besoin de repasser par le fonds vert, parce que ça allait automatiquement être traité soit via le fond, soit par les services de la préfecture. C'est pour ça que je suis un peu surpris de cette façon de procéder là, du coup, parce que du coup on sait plus. Oui. Il y a eu un webinaire avec la préfecture qui nous a dit, si vous avez fait une DETR, pas besoin de faire de demande de fonds verts. Et là, vous nous dites l'inverse. Donc, on a bien noté votre question. Merci beaucoup. Je voulais juste, on évite les interruptions. On passe par la discussion parce que vous êtes un peu plus d'une centaine. Et donc, il faut qu'on soit assez discipliné quand même sur la gestion des questions. Mais on a bien noté votre question. Alors, éventuellement, Antoine, si tu veux y répondre tout de suite. Oui, bah, je peux en profiter du coup. Oui, en effet, c'est un point du coup qui est apparu là très récemment, en cours de semaine dernière. Il y a des préfectures, alors je ne sais pas de quel département vous êtes, hein, mais je crois qu'il y avait notamment le Rhône et d'autres départements qui avaient fait une communication en ce sens. Mais du coup, notre direction générale au niveau national a bien précisé qu'il fallait faire une demande spécifique pour les dossiers fonds verts. Voilà. Je laisse continuer ta présentation. Et c'est pour ça du coup que je mettais ce petit point de vigilance parce que c'est un point assez important et qui est assez récent aussi dans les obligations. Donc maintenant, un petit focus donc sur la mesure la mesure 1, renforcer la performance environnementale, et sur l'axe 1, pardon, renforcer la performance environnementale, et donc la mesure 1.1, la toute première, rénovation énergétique des bâtiments publics locaux, avec une ambition qui est finalement l'ambition du dispositif éco-énergie tertiaire, qui est de réduire de 40% la consommation d'énergie finale des bâtiments, avec un enjeu très, très marqué, notamment pour les collectivités et les communes, puisque c'est le chiffre là, qui est en bas à droite. Il y a plus des 3/4 des consommations énergétiques des communes proviennent des bâtiments communaux. Donc c'est vraiment la rénovation énergétique de ces bâtiments-là est vraiment un enjeu. Donc, au niveau des bénéficiaires de cette mesure, les porteurs de projets qui sont éligibles, ce sont donc les communes, les EPCI à fiscalité propre, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les syndicats d'énergie qui portent les projets pour les collectivités, les départements et les régions. Enfin, donc la région en ce qui nous concerne pour Auvergne-Rhône-Alpes. Pour être éligible, un projet devra permettre au moins 30% d'économie d'énergie par rapport à la situation d'avant-projet. Donc, les travaux devront permettre au moins 30% d'économie d'énergie et une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Sachant que l'objectif qui est visé, comme c'était rappelé dans la diapo d'avant, c'est une réduction moyenne de 40% des consommations. Donc, avec une priorité qui sera apportée aux projets les plus ambitieux, et notamment ceux qui permettent cette économie de 40% qui devrait être visée en moyenne. Au niveau des travaux concernés, donc les travaux qui sont concernés par cette mesure, donc ce seront tous les travaux qui sont réalisés sur les bâtiments publics locaux, propriété des collectivités, hors construction neuve, et qui visent à diminuer significativement les consommations d'énergie. Donc pour la section des projets, donc le critère principal, c'est vraiment l'ambition du projet en termes d'économie d'énergie et de réduction des gaz à effet de serre. C'est vraiment le critère qui va être regardé, avec des évaluations du coup qui pourront dépendre aussi du contexte local. Et c'est pour ça que le fonds vert est géré
au niveau local par les préfets de département, voilà, qui pourront également adapter les critères pour sélectionner les projets. Donc ça, c'est rappelé dans les cahiers d'accompagnement, hein, des priorités par exemple, hein, mais ça peut être différent en fonction des territoires, qui peuvent être accordés pour des projets portés par des petites communes rurales, sur des écoles, situées également dans les programmes type Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, je ne sais pas pourquoi j'ai mis PCD, c'est plutôt PVD, etc. Étant donné que toutes les mesures sont fongibles, il peut être intéressant de constituer dans chaque département un vivier de projets de rénovation énergétique de bâtiments publics locaux, voilà, pour identifier les priorités, identifier le stock à financer, voilà, qu'on peut déjà avoir du coup via les appels à projets des CIL DETR. Également via donc, le site de dépôt de dossiers spécifiques fonds verts sur démarche simplifiée, également que ce soit par l'expertise des accompagnateurs ou des différents programmes associés. Donc j'en ai cité quelques-uns, voilà, Bapora, la SPLOZ, les accompagnateurs, etc. Également, au niveau local, peut être regardé le temps de retour sur investissement des travaux, qui peut être un élément d'appréciation pour soutenir l'investissement en soutenant des travaux avec un retour sur investissement un petit peu plus long, donc avec des fortes ambitions de réduction de consommation d'énergie. Au niveau du cumul d'aides, donc celui-ci est possible dans la limite de 80%, hein, qui est géré par un décret au niveau national. Donc les aides peuvent être cumulées avec soit des aides d'État, hein, des ETR, des CIL, des CID, ou des aides différentes, hein, soit des aides locales ou des aides européennes. Donc sur démarche simplifiée et les demandes fonds verts, il conviendra donc de renseigner quelles sont les autres aides qui ont été demandées. Concernant les C2E, donc le cumul est possible avec des opérations C2E pour une même action, par exemple pour le coût de touche chauffage et pour la bonification des contrats de performance énergétique. Toutefois, le cumul n'est pas possible pour les programmes C2E, sauf évidemment donc, le programme de financement acté pour les études ingénierie préalable. Donc acté qui pourra financer études ingénierie préalable et le fonds vert qui pourra financer du coup l'investissement sur les travaux. Alors un autre point de vigilance sur l'étude thermique qui est demandée pour le fonds vert. Donc le fonds vert demande à ce qu'une étude thermique soit produite pour des actions de réduction de consommation d'énergie qui peuvent porter donc, sur toutes les actions un peu classiques, hein, de réduction de consommation d'énergie, soit des actions à gain rapide avec un fort retour sur investissement, mais donc privilégier forcément en lien, qui peuvent être en lien, c'est des travaux un petit peu plus lourds, hein, d'isolation du bâti ou de remplacement d'équipements. Et également, sinon, des réhabilitations lourdes, complètes, en fait, qui peuvent combiner plusieurs types de travaux. Et un point à noter, c'est que c'est sur ces réhabilitations lourdes, avec un objectif voilà, de réduction de consommation d'énergie à minimum 30%, voire 40% en moyenne. Voilà, le financement peut inclure d'autres volets comme l'accessibilité, le désamiantage, l'étanchéité, etc. Donc, tout le détail des éléments à étudier par l'étude thermique sont listés en annexe 2 donc, du cahier d'accompagnement. Là, pareil, vous pourrez cliquer sur le lien pour le télécharger. Voilà, donc je remets un petit point de vigilance sur l'étude thermique, pareil, qui est vraiment demandée pour justifier les consommations d'énergie et les réductions d'émissions de gaz à effet de serre avant, après projet. Voilà, donc en faisant ce petit focus donc, sur l'étude thermique, un point voilà, qui résume ce qui est demandé en annexe 2 du cahier d'accompagnement. Donc, c'est voilà, une évaluation de l'état initial du bâtiment avant travaux, voilà, pour tout ce qui est consommation d'énergie primaire, finale, les émissions de gaz à effet de serre, voilà, pour tous les usages réglementés de l'énergie, donc les 5 usages réglementés de l'énergie. Ensuite, donc, la liste des travaux qui sont envisagés et donc les consommations après travaux également, et donc le gain énergétique en pourcentage en kilowattheure par an et les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc vraiment, j'appelle aux vigilance sur le fait que l'étude thermique, donc pour la métropole, est une pièce justificative obligatoire. Il faut que cette pièce comprenne du coup tous les éléments qui sont listés dans l'annexe 2 et qui sont rappelés sur cette diapositive. Alors donc là, c'est mes 2 dernières diapos. Donc on est organisé du coup au niveau local
avec donc les directions départementales des territoires qui, elles, sont en lien avec les préfectures pour définir des critères de sélection de projets, de hiérarchisation. Sur des éléments qu'on pourrait trouver, donc qu'on peut retrouver également sur des marches simplifiées. Mais donc voilà, on a des échanges assez fournis et réguliers entre le niveau régional et local pour remonter des points d'alerte, leur échanger sur les différents projets. Alors là, c'est juste à titre d'exemple, hein, on a des accès au niveau régional et départemental, hein, des services de l'État sur des marches simplifiées et sur le fonds vert. Et c'était pour rappeler aussi, en lien avec la question qui a été posée en cours d'intervention, sur la nécessité de déposer les dossiers sur le fonds vert. En fait, comme le fonds vert va être suivi directement par le ministère de la Transition écologique avec des ambitions, du coup, de transition écologique forte. C'est pour ça qu'il faut que les dossiers soient posés spécifiquement sur ce dossier, et notamment ce qui va nous permettre de faire des extractions au niveau de chaque mesure du fonds vert, donc au niveau des 13 mesures, pour savoir combien de dossiers sont déposés, pour quel montant, dans quel département les dossiers ça avance plus que d'autres, pour quelles raisons, etc. Ça nous permet vraiment un retour quantitatif et qualitatif sur le nombre de projets déposés. Donc là, je ne sais pas si la diapo est très, très visible, mais juste pour voir, on s'en doutait, mais que la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux, c'est vraiment la mesure un peu phare, avec beaucoup de dossiers et donc des demandes de financement très, très importantes, d'où l'intérêt de constituer un vivier de projet et des critères de priorisation. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc, toutes les présentations seront à disposition le plus tôt possible sur le site internet de renotertiaire-aura.fr. Et puis, on va passer tout de suite la parole à Isabelle Saffray et Eric Beckert de la Banque des Territoires pour la présentation complémentaire de l'appui de la Banque des Territoires. Et ensuite, on viendra aux questions qu'on a notées au fur et à mesure et sur lesquelles on reviendra après l'intervention de la Banque des Territoires. Du coup, c'est moi qui partage l'écran. Hop. Comme ça. Et... Voilà, Isabelle, vous avez la parole. Ça partage, c'est bon? Alors, je vais laisser la parole à mon collègue, Éric Bulcar, qui est directeur territorial à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes et en charge de tous les grands projets, programmes nationaux, notamment le Fonds vert, mais aussi Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain. Et donc, c'est lui qui va présenter le Fonds vert. Moi, je ferai juste après un zoom sur le sujet rénovation énergétique. Oui, donc bonjour à tous. Donc, du coup, on va le faire à double voix. Comme Antoine Nolly l'a déjà présenté le Fonds vert, on va peut-être aller, puisqu'il y avait la deuxième diapositive, c'était justement la présentation du Fonds vert. Donc, je pense que c'est peut-être pas la peine de revenir sur ce sujet-là et peut-être aller dans le vif du sujet Banque des Territoires. Alors, il faut savoir que on travaillait déjà sur les sujets de performance énergétique, adaptation au changement climatique et puis l'amélioration au cadre de vie. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est nouveau pour nous. Mais voilà, donc la démarche Fonds vert s'inscrit déjà dans ce qui existait à la Banque des Territoires. Donc, autant les 2 milliards de l'État ont une budgétisation annuelle, donc consommée dans l'année, autant le 1,2 milliard de la Banque des Territoires, il est pluriannuel sur 5 ans. Donc, c'est des sommes qui peuvent être revues assez facilement chaque année. Mais voilà, en tout cas, il y a cette enveloppe-là qui existe et elle se matérialise de 2 manières. La première, c'est d'abord en ingénierie. Donc, et elle s'adresse aux mêmes bénéficiaires, enfin aux mêmes acteurs qui vont aller sur des marches simplifiées et aller chercher les subventions du Fonds vert. Donc, et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à la fois l'ingénierie ou le prêt passe par des marches simplifiées. Il y a 2 questions qui sont posées par des marches simplifiées pour ce qui nous concerne. Première question, est-ce que vous avez besoin d'un financement? Donc ça, il faut bien penser effectivement à le matérialiser. Et puis, avez-vous besoin d'une ingénierie? Idem. Voilà. Et à partir de ça, on a la possibilité de récupérer effectivement vos demandes sur des marches simplifiées.
Alors, juste pour faire un focus particulier sur l'ingénierie et puis les prêts, je vais peut-être démarrer pour les prêts parce qu'en fait, c'est là où on nous attend peut-être le plus au niveau de la Banque des Territoires. On met 1 milliard effectivement de prêts sur fonds d'épargne. Le fonds d'épargne, c'est livret A, c'est notre argent à tous. Et nous, notre métier, c'est de transformer cette ressource court terme en prêt long terme. Donc, nos prêts qui sont proposés là, en l'occurrence, et on fera peut-être un focus particulier, je pense que c'est toi, Isabelle, qui le fera sur au moins trois outils avec des exemples à la clé sur lesquels on est intervenu. Ce qu'on peut dire, en tout cas, sur les financements de la Banque des Territoires, c'est qu'on ne vient pas... ce n'est pas des prêts bancaires traditionnels. Nous, on intervient à compter d'une durée de 25 ans, c'est-à-dire que notre démarrage, c'est 25 ans et on peut aller jusqu'à 60 années. Alors, généralement, nos financements s'adressent au secteur public local et elles collent aux durées d'amortissement des biens que l'on finance. On finance également des projets et non pas des budgets. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on va revenir sur les exemples après par la suite. Mais alors, pourquoi je dis ça? C'est qu'effectivement, aujourd'hui, parce que ce n'est pas la première animation qu'on a fait. Donc, je vais déjà répondre à une objection qui revient systématiquement, c'est que de dire, vous êtes sur livret A, le livret A est à 3%, donc le 3% aujourd'hui peut paraître cher. Alors, il peut paraître cher sur l'année 2023, parce qu'effectivement, le livret A est passé de 50 centimes à 3%, mais ceci dit, c'est du révisable livret A, c'est-à-dire que c'est la première échéance qui sera à 3%. Si le livret A revient à passer à 50 centimes ou 1%, on appliquera le taux du livret A. Donc, il faut le voir comme ça, déjà d'une part. Il faut le voir aussi sur la durée. Donc, on part sur 25 ans jusqu'à 60 ans. Donc, du coup, on part sur des durées très longues. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'on peut préfinancer sur 5 ans les opérations, parce qu'on voit, en l'occurrence, que les opérations là, du fonds vert vont avoir des phasages qui vont, en termes de construction ou en termes d'élaboration de projets, qui vont s'étaler sur la durée. Donc, on peut, nous, débloquer les fonds sur 5 ans et après, la durée d'amortissement, donc sur 25, 30, 40, 60 ans, pourraient être ensuite mise en considération. Voilà. Sur la partie ingénierie, alors vous voyez qu'on a réparti notre enveloppe de 200 millions d'euros, enfin un peu plus de 200 millions d'euros sur les 3 axes du fonds vert. Alors, il y a un axe qui est sur la performance environnementale. Alors, c'est assez flou, hein. On voit pas très bien là sur le. Donc, je vais revenir dessus. Donc, la performance environnementale. Donc, il y a les projets de traitement des déchets pour 2 millions d'euros. Il y a une partie sur la rénovation thermique des bâtiments, 4 millions. Alors, pourquoi 2 et 4 millions? Alors, 2 millions, parce que souvent, on vient en complément des financements de l'ADEME, parce qu'il y a l'ingénierie, il n'y a pas que la Banque des Territoires, effectivement, qui vient soutenir les bénéficiaires du fonds vert en ingénierie. Il y a aussi l'ADEME, le CEREMA et la NCT. Donc là, on vient plutôt en complémentarité de l'ADEME, en tout cas sur la performance environnementale et l'adaptation des territoires aux conséquences au changement climatique. C'est la raison pour laquelle on a des enveloppes qui peuvent paraître faibles par rapport à la fois aux 2 autres enveloppes qui sont de 100 millions d'euros pour l'une, et on ne voit plus la présentation. Voilà. Du coup, et l'amélioration au cadre de vie qui a une enveloppe aussi de 100 millions d'euros. Ce qu'on peut dire sur l'ingénierie, il faut retenir 3 choses. La première, c'est que nous, on vient pour passer à l'acte, c'est-à-dire on vient pour une démarche de passage à l'action et à l'investissement. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième, c'est qu'on accompagne l'aide à la décision, c'est-à-dire on est là pas pour financer, par exemple, un diagnostic. On peut peut-être passer à la slide suivante. On ne vient pas forcément financer un diagnostic nécessaire et obligatoire sur la performance énergétique des bâtiments, par exemple. Diagnostic, c'est des choses qu'on ne finance pas. On peut le financer si ça rentre dans un tout, dans un PPI, par exemple,
mais ce n'est pas notre tasse de thé. Nous, on est là pour transformer et pour passer à l'acte, hein, pour aider la collectivité locale dans sa décision d'investissement. Hein, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Les bénéficiaires, en fait, c'est le secteur public local, hein, donc tous les EPCI, les villes, le secteur des EPL, c'est-à-dire les CEM et les SPL, qui peuvent effectivement venir chercher de l'ingénierie à la Banque des Territoires. Généralement, on cofinance 50%, hein, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage vient chercher une ingénierie à hauteur de 50% de la Banque des Territoires. Mais on peut intervenir aussi en appui à 100% sur des thèmes spécifiques, notamment sur la sobriété foncière. Donc dans ces cas-là, la maîtrise d'ouvrage, c'est la Banque des Territoires. Hein, donc on intervient, bien sûr, à la demande d'eux, mais on est le maître d'ouvrage de cette étude-là. Donc il y a des axes d'intervention là sur le marché à bon de commande. C'est des prestataires qu'on a déjà préidentifiés à la base. Donc, c'est des appuis méthodologiques qui peuvent intervenir à la demande des collectivités locales, mais sous la maîtrise d'ouvrage Banque des Territoires. Ça peut être du benchmark, ça peut être des points d'expertise, et puis ça peut être aussi des points juridiques, financiers, très, très ponctuels, en aide au projet. Voilà sur la partie ingénierie de la Banque des Territoires. Donc, je rappelle, hein, juste, hein, on passe par démarche simplifiée parce que nous, il faut vraiment qu'on identifie dans le cadre du fonds vert cette ingénierie qu'on va servir donc aux collectivités locales, au secteur public local. Voilà, donc là, on a mis deux exemples, en fin de compte, à la fois sur la valorisation des déchets, hein, sur ce qu'on peut faire en accompagnement d'ingénierie. Donc, vous voyez qu'on est sur l'élaboration de plans de développement ou de plans stratégiques sur l'économie circulaire. C'est la structuration d'un écosystème ou d'un réseau d'acteurs. Et puis, c'est un appui technique, spécifique, juridique au montage d'opérations. Sur les prêts, je pense que tu vas revenir là-dessus peut-être Oui. Hein, d'accord. Et l'autre sujet sur la rénovation thermique des bâtiments, là pareil, on est encore là sur de l'ingénierie et la réalisation de plans d'action, hein, de plans d'action énergétique de patrimoine, d'accompagnement au montage juridique et financier. On est toujours là sur de l'opérationnel, sur comment on va faire pour passer du projet à l'opération, de manière à ce que nous, on puisse après, bien sûr, si vous le souhaitez, venir en prêt long terme, hein, donc 25-60 ans, ou sur des avances remboursables que va vous décrire par la suite Isabelle Saffray. Je te laisse peut-être la parole et puis on peut peut-être revenir après plus spécifiquement sur les aspects ingénierie. Merci beaucoup. Oui, on va essayer d'accélérer un tout petit peu pour ne pas être en retard. Bon, Isabelle, je te laisse la parole. Donc, je fais des Oui, ok. Bon, vas-y. Alors, donc on va faire un zoom sur la rénovation énergétique. Donc, pour nous, en fait, notre offre, c'est un continuum qui permet d'accompagner un projet de bout en bout. Donc, vous voyez à gauche, on peut intervenir en ingénierie dans le but de passer à l'action, hein, donc en mobilisant des fonds, un cofinancement d'ingénierie. Hein, notamment, on est mobilisé sur l'élaboration des schémas directeurs immobiliers énergétiques qui débouchent sur des programmes, hein, des programmes d'action opérationnelle d'intervention sur le patrimoine. Et une fois qu'en fait, on a mis en place, si elle est nécessaire, l'ingénierie, nous, notre raison d'être, c'est le financement des projets. Hein, et donc, on a deux outils complémentaires, hein, pour le financement des projets de rénovation énergétique. Il y a des financements courts, c'est l'intracting qui peut exister sous deux formes. Hein, donc, la première forme, c'est l'intracting classique qui consiste à financer des bouquets de travaux de performance énergétique sur des patrimoines, bouquets de travaux qui peuvent être
notre avance en Intracting peut être remboursée par les économies réalisées. Donc, c'est des financements sur une durée maximale de 13 ans et ils sont calibrés sur les économies générées grâce aux travaux, hein, et les annuités de remboursement de l'Intracting classique sont remboursées grâce aux économies budgétaires que les collectivités ou les acteurs publics font. Donc, cet Intracting, quand je dis collectivité ou acteurs publics, il est proposé aux communes, aux EPCI, aux hôpitaux et aux universités. Et puis, il y a une deuxième forme d'Intracting, qui est l'Intracting sécurisé, qui, lui, est proposé lorsque vous passez par des contrats de performance énergétique, des marchés globaux de performance énergétique, avec des objectifs de performance d'au moins 40% d'économie d'énergie. Et donc, à ce moment-là, l'Intracting sécurisé, c'est toujours un financement sur une durée maximale de 13 ans. Et il est en fait fait grâce à une avance remboursable à taux zéro et une commission prise par la Banque des Territoires sur les C2E valorisés grâce aux travaux. Et en fait, ces financements d'Intracting, donc c'est des financements courts qui peuvent aussi se mixer avec des financements plus longs pour pouvoir venir financer un programme global d'action sur le patrimoine. Hein, et donc, nous avons toute une gamme de prêts. Donc, Eric en a parlé, des prêts moyens ou long terme, soit sur le livret A, mais soit aussi sur des ressources à taux fixe, hein, comme la Banque européenne d'investissement. Et en fonction des projets, et donc on peut tout à fait mixer sur un même projet un financement Intracting qui viendra financer des bouquets de travaux plutôt sur la partie équipement, changement de chaudière, régulation, changement de lampe, éclairage public, avec des travaux plus longs financés grâce à des prêts d'une durée plus longue. Je vais vous donner peut-être quelques exemples de réalisations qui ont pu être faites l'année dernière. Donc, on va peut-être passer la diapo. Ah bah oui, c'est bon. Par exemple, le CHU de Grenoble. Oui. Si tu peux faire en 2 minutes les exemples, je te remercie beaucoup. Enfin, rapidement. Bon, alors le CHU de Grenoble, c'est de l'Intracting classique. Ils ont pris 6 bâtiments en disant qu'ils souhaitaient vraiment sur ces 6 bâtiments mettre en place des actions de performance énergétique. Il y a eu de la mobilisation d'ingénierie. Donc, quand on parle d'ingénierie opérationnelle, c'est un exemple. Hein. On a financé la recherche du bouquet de travaux qui pouvait être mis en place. Donc, grâce à cette ingénierie, on a défini un bouquet de travaux dont vous avez un peu la liste. Hein. Donc, relamping, isolation, remplacement de thermostat, mais aussi pose de panneaux photovoltaïques, qui a permis de dimensionner un fonds Intracting hein, qui a été financé hein, pour 4,2 millions et qui permet des gains énergétiques et budgétaires. On va prendre l'autre exemple, la diapo suivante, c'est de l'éclairage public. Hein. Donc là, il n'y a pas eu besoin de financer de l'ingénierie parce que sur l'éclairage public, le syndicat de l'Ardèche avait déjà en interne tout le savoir-faire. Hein. Donc, il y a un programme triennal qui a été mis en place pour remplacer les points lumineux d'une trentaine je ne sais plus, 30 ou 35 communes de l'Ardèche. Et donc, on a à la fois mis en place une avance Intracting de 5,3 millions, mais également un prêt, parce qu'il y avait des travaux, génie civil, changement de mât qui s'amortissaient sur une plus longue durée. Et donc, c'est un programme qui va permettre aussi des économies substantielles, budgétaires, mais aussi de réduire la pollution visuelle et les émissions de gaz à effet de serre. Et le dernier exemple que je vais vous présenter, c'est sur des écoles. Hein, donc, là, c'est un contrat de performance énergétique mis en place par la SPLOZ à Bourg-en-Bresse hein, sur trois écoles et qui sont financées également grâce à une avance Intracting parce que justement, les performances sont de plus de 40% d'économie d'énergie et donc et que les C2E valorisés grâce aux travaux permettent de financer la commission prise par la Banque des Territoires. Voilà, ces 3 exemples et je vais vous passer la dernière diapo pour vous donner voilà, la liste des contacts en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, si vous avez des projets de rénovation énergétique, il faut vous adresser à nos directeurs territoriaux
qui donc sont listés là avec leurs adresses. Hein. C'est eux votre porte d'entrée vers les offres de la Banque des Territoires. Voilà, j'ai essayé d'être hyper courte. Merci beaucoup. On pourrait Non, mais revenir c'est dessus très clair. plus tard. Je pense que les exemples sont très parlants et puis tout le monde a les contacts. Merci beaucoup, Eric et Isabelle, pour cette présentation de la Banque des Territoires. Maintenant, Marine, je te relaisse la parole pour les questions qui ont pu apparaître dans le chat. On essaie d'aller vite pour que d'ici 4-5 minutes au plus tard, on passe au FEDER. Sinon, on n'aura pas le temps de traiter ce deuxième fonds. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, on va essayer d'en traiter quelques-unes malgré tout. Donc, les premières pour toi, Antoine, on a une question sur une mention qui était dans ta présentation sur la réduction significative de gaz à effet de serre. Est-ce que tu as un niveau un peu à nous indiquer là-dessus, un indicateur? Alors, non, justement, il n'y a pas d'indicateur très précis au niveau quantitatif, hein, contrairement à la réduction de consommation d'énergie. Voilà, nous, ce qu'on considère, voilà, c'est laissé un peu libre à l'appréciation finalement du niveau local, c'est que dans tous les cas, si on a 40% d'économie d'énergie minimum, on va avoir a priori à minima ça aussi en émissions de gaz à effet de serre, voilà, vu qu'on ne va pas changer par une source plus polluante. Donc en fait, voilà, ça va permettre peut-être de prioriser les projets qui feraient d'une part une réduction de consommation d'énergie, donc à hauteur de 40%, mais qui utiliseraient peut-être aussi beaucoup d'énergie renouvelable, qui permettrait voilà, de diminuer fortement. Il y a des projets qui sont arrivés qui diminuent de quasiment 100% les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ça permettra d'hierarchiser les projets, mais il n'y a pas vraiment de volume indiqué. Ok, merci. On a une question ensuite sur les structures qui sont éligibles. Est-ce que les syndicats mixtes et les PNR le sont pour le fonds vert? Il faut que c'est ce qui t'a rappelé donc, dans le diaporama, il faut que ce soit donc des bâtiments qui soient propriété des collectivités qui ont été citées, donc communes, PCI, départements, régions, pour pouvoir en bénéficier. Ça fait déjà justement quand même un certain volume du coup de bâtiments et un gros effort avec la consommation assez importante des bâtiments publics locaux, là, avec 80% des consommations énergétiques qui viennent de ces bâtiments publics-là pour les collectivités. Donc c'est pour ça que le focus a été mis sur ces bâtiments-là, sur ce fonds vert, en tout cas dans un premier temps. Ok, merci. Et on a deux petites questions ensuite sur tout ce qui concerne le calendrier. Donc, déjà, est-ce que les travaux doivent nécessairement commencer dans l'année et à quelle date ils doivent se terminer? Alors, pour les travaux, il n'est pas nécessaire qu'ils soient débutés dans l'année. Par contre, il faut du coup que le plan de financement et puis la subvention du coup soit demandé au cours de l'année pour engager les fonds. Par contre, les travaux peuvent être réalisés en cours enfin, pendant les années d'après. Et il me semble, mais je peux dire le bêtise, que c'est le décret qui régit justement les relations entre l'État et les collectivités sur les prêts qui demande voilà, un engagement, notamment des travaux sous un délai. Sous un délai de 2 ans, je crois. Mais, je ne veux pas dire vraiment de bêtises, mais en tout cas, il n'est pas nécessaire que les travaux soient débutés dès cette année. Ok. Ensuite, on a une question sur les cumuls, notamment avec les C2E. Qu'est-ce qui est cumulable? C'était alors au niveau des programmes C2E, ce n'est pas cumulable, du coup, à part le programme ACTE, qui permet de financer finalement toute la partie amont des travaux, avec l'accompagnement notamment. Et donc, il peut être cumulable avec le fonds vert. Par contre, tous les autres programmes C2E ne sont pas cumulables avec le fonds vert. Par contre, au niveau d'actions C2E, elles peuvent, on peut très bien demander des C2E pour une action en même temps que du fonds vert. Ok. Eh bien, merci pour tes réponses. On peut peut-être passer à la présentation du FEDER. J'ai juste répondu dans le chat rapidement Oui. parce que tu étais parvenu sur la question sur l'étude thermique. thermique. Pardon, ouais, voilà. C'est pas obligatoire qu'un bureau d'études thermiques réalise cette étude. Par contre, il faut que tous les éléments qui sont cités dans l'annexe 2 et notamment les consommations conventionnelles au regard des 5 usages réglementés soient étudiés.
Donc oui, la plupart du temps, c'est des bureaux thermiques qui font ce genre d'analyse avec des logiciels notamment adaptés. Voilà, mais c'est pas obligatoire que ce soit un bureau d'études thermiques qui le fasse. Si les éléments sont disponibles en interne et que tous les éléments cités apparaissent bien dans la demande, voilà, ça peut être fait par une autre structure. Merci beaucoup. On va être obligé d'arrêter là sur le fond vert. De toute façon, toutes les questions qui ont été posées dans la conversation, on va y répondre à tête reposée et apporter une réponse circonstanciée. Donc, on va faire ça dans le compte-rendu de la réunion. Notamment, il y a aussi une ou deux questions sur la Banque des territoires. On y répondra tranquillement, j'allais dire, et puis on vous communiquera les résultats. En tout cas, merci beaucoup pour vos présentations. Et puis, on passe au programme FEDER avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et Yannick Romanaz et Marie-Claire Bassager. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, côté fonds européens, on a un programme qui a mis un petit peu de temps à démarrer. On intervenait sur cette thématique sur la génération précédente, le 14-20. Et là, le programme 2021 a finalement été validé qu'à l'automne 2022. Et la mesure dédiée ouverte fin janvier. Mais en fait, ça y est, on est opérationnel. Donc, cette mesure, elle s'inscrit. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation correctement. Oui, c'est bon. Voilà. Elle s'inscrit dans le cadre d'une priorité 2, transition énergétique et environnement, qui représente près de 200 millions d'euros sur les 660 du programme opérationnel Auvergne-Rhône-Alpes pour 2021-2027. Et on est sur le type d'action, plus spécifiquement bâtiment tertiaire public 2212, pour lequel la programmation, donc c'est ce que je viens de dire, est ouverte depuis la mi-janvier. Pour mémoire, la maquette financière sur ce type d'action est de 77 millions d'euros, 47 pour le côté rhône-alpin et 30 pour le côté auvergnat. Donc ça, c'est notre maquette prévisionnelle. Voilà, chaque mesure de ce programme, en fait, l'entrée, le document fondamental, ça va être la fiche DOMO. Donc la nomenclature à trouver, c'est la 2.2.1.2. On n'a pas trouvé plus long. Cette fiche DOMO, elle va reprendre différents points, les objectifs des actions, description, critères techniques d'éligibilité, bénéficiaires éligibles, vous le lisez à l'écran. Et c'est vraiment le document important parce que c'est ce qui nous permet d'instruire vos demandes, ce qui vous permet de les préparer, de monter les dossiers pour être dans les clous vis-à-vis de ces différents éléments. Et il y a un petit peu de contrôle sur les fonds européens, certains ont déjà peut-être pratiqué. Le contrôleur, lui, il se base aussi par rapport à tout ce qu'on a fixé comme règle dans d'autres documents de mise en œuvre pour expertiser le dossier. Donc, bon, pas d'inquiétude, on échange avec vous là-dessus. Et tous les documents, vous les retrouvez sur le portail des fonds européens. Donc, en tapant Europe en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le premier site qui sort. On vous a mis l'adresse dans le document. Voici. Alors, pour rentrer un peu plus dans le dur, pour l'instant, 35 millions d'euros sont ouverts pour la rénovation. En termes d'actions finançables, on va être sur les projets de réhabilitation énergétique et de construction de bâtiments tertiaires publics, mais avec une liste finalement assez restreinte, parce qu'on exclut pas mal de bâtiments, sportifs, loisirs, touristiques, culturels, santé, services à la population, et on se concentre pas mal sur les bâtiments d'enseignement, liés à l'enseignement, et au final, les bâtiments administratifs des collectivités. Il y a une raison, c'est que vous avez peut-être été informé d'un appel à projet qui a été lancé en début d'année sur l'OS 5 du programme FEDER et qui, lui, permettait éventuellement d'accompagner les bâtiments que vous voyez exclus sur cette diapo. Donc voilà, il y avait une articulation entre les deux. Donc voilà, priorité pour l'instant, bâtiments d'enseignement et sièges de collectivité. En termes de bénéficiaires, sont éligibles de façon classique les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs opérateurs et mandataires. Les associations loi 1901, ça va être pour les établissements d'enseignement privés et les établissements publics à caractère scientifique et culturel pour les universités. En termes de sélection, on n'est donc pas dans le cadre d'appel à projet, on est au fil de l'eau, ce qui est quand même plus souple. Voilà, on prend le temps qu'il faut pour monter, pour vous accompagner, pour monter avec vous votre dossier, et puis on s'inscrit dans le comité qui
qui suit en fait la validation de l'instruction du dossier. Donc, on a en général 4 comités de programmation par an, en gros, un par trimestre. On insiste bien sur le fait que, et pour vous et pour nous, il est très intéressant d'avoir des contacts avant de vous lancer dans la démarche de dépôt de la demande de subvention. Ça permet soit d'éviter de faire une saisie assez fastidieuse et pour qu'on vous dise à la fin que ce n'était pas ce qu'on attendait, soit en tout cas d'être rapidement opérationnel pour la demande de subvention. Les critères d'éligibilité, c'est ce qui va être aussi très important. Alors, on vous les a énumérés. Le premier, pas forcément très compliqué d'être à au moins 50 000 € de subvention. Une maturité du projet, il faut au moins qu'on soit en phase APD au moment du dépôt. On parle aussi on a pas mal de projets aussi qui porteraient sur de la rénovation, extension. Donc là, on se concentre bien sur la surface rénovée. Donc, on prendrait les dépenses liées uniquement à cette surface. Et enfin, en termes de performance énergétique, l'arbitrage, enfin, ce qui a été décidé pour cette période, c'est d'être sur un niveau équivalent au label BBC Finergie. J'insiste sur le fait qu'on ne demande pas la labellisation du projet, mais qu'on ait confirmation que le niveau de performance énergétique après travaux est bien dans les clous par rapport aux exigences du label, soit 40% d'économie par rapport à la norme de référence hors production d'énergie. Et justifié d'une classe énergétique à minima de classe C après les travaux. Nous aussi, on demande cette étude thermique là, selon la méthode THCE-X. On a un peu le même principe que ce qui a été dit plus tôt dans le webinaire, c'est-à-dire qu'on ne demande pas forcément à ce que ce soit un bureau d'études externe qui vous produise cette étude. À partir du moment où vous disposez du logiciel, ou enfin en tout cas de la capacité d'analyser toutes les données nécessaires à l'étude, ça nous satisfait. Nous, on va en demander une avant travaux pour l'instruction du dossier et à la clôture, au moment du solde de la subvention, une étude post-travaux qui confirmera que les travaux mis en œuvre correspondent bien à ce qui était prévu initialement. La grosse nouveauté sur le FEDER, parce qu'on avait l'habitude d'intervenir, que ce soit sur le PO Auvergnat ou le PO Rhône-Alpin, sur des bouquets de travaux éligibles. On considérait qu'on accompagnait, par exemple, les toitures, la menuiserie extérieure, pardon, la VMC et le chauffage, enfin des postes bien identifiés. À des fins de simplification, on part sur une méthode totalement différente. La Commission européenne a validé un coût unitaire forfaitaire pour définir, donc j'insiste bien, ce n'est pas pour le montant de subvention, c'est pour définir l'assiette éligible sur laquelle on va caler notre subvention. Et on se base sur la surface SRT ou Chaunes rénovée. À cette surface, on applique 469 € du mètre carré. Et ça va définir l'assiette éligible sur laquelle on va calculer notre subvention FEDER. Et s'appliqueront les taux que Marie-Claire détaillera un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment la grosse nouveauté. Ça a un effet simplifiant, notamment sur la production ce qu'on voit un peu après. Pas de justificatif de dépenses, c'est-à-dire qu'on ne vous demandera ni devis, ni des PGF, ni ceux qui ont pu pratiquer. C'était quand même des usines à gaz, pour parler un peu crûment, mais c'est vrai que c'était très fastidieux. Et pour vous et aussi pour les services gestionnaires derrière, là, on est dans une démarche totalement différente. On est plus sur le fond, on vous demandera de valider la surface rénovée. Et on se calera là-dessus pour considérer que la dépense est bien acquittée. Ça suppose aussi qu'on n'analysera plus la commande les marchés publics que vous avez à mettre en œuvre, pas d'analyse de notre part de cette procédure. Pour continuer sur la simplification, on l'avait démarré depuis plusieurs années, mais en tout cas, le dépôt continue de se faire en ligne sur le site e-Synergie qu'on vous indique. Il faut dédramatiser un peu la saisie. Ça reste ouvert, en fait, une fois que vous avez déposé le dossier, tous les échanges restent possibles avec le service instructeur. S'il manque des pièces, on vous les demande. Enfin, voilà, c'est uniquement un outil qui est mis en place. Enfin, on ne verserait pas d'acompte. Avec ce système de coût unitaire, il n'y aurait pas d'acompte en cours de route, en cours de projet, en cours de réalisation, mais par contre, à la signature de la convention, c'est-à-dire sitôt que la programmation est validée, en fait, on conventionne avec vous. Et là, il y a une avance alors d'un taux qui reste à fixer, ce serait à votre appréciation et à la nôtre, qui pourra être versé à la signature de cette convention. J'ai à peu près fait le tour de la question pour ce qui me concerne, donc je passe la parole à Marie-Claire pour les autres possibilités de financement.
Merci. On voulait faire une petite parenthèse sur le fonds Transition Juste. Vous le verrez après, on n'est pas vraiment sur le financement de la rénovation énergétique en tant que telle, mais sur des projets éligibles au fonds de transition juste dans lesquels on peut prendre des dépenses des projets de réhabilitation. Ce fonds est une nouveauté. Il s'inscrit dans le cadre du programme dans la priorité 10 et on est sur un montant de 77 millions. Donc, c'est un fonds qui a un objectif très spécifique de permettre aux territoires et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat. Voilà pour la définition. Il a été négocié avec la commission, en tout cas la commission a validé des territoires très précis, donc des communes et des collectivités territoriales, dont vous voyez le détail, qui se situent en Rhône et en Isère pour ce qui est du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ce qui est des typologies de projets, tu peux passer à la suivante, Yannick. On est sur des projets, donc je n'ai pas tous les détails car le document de mise en œuvre est en cours de validation là, au comité de suivi qui se déroule en mars. En tout cas, le fonds se déroule en différents volets. La rénovation thermique intervient sur la partie volet immobilier d'entreprise. Donc, à savoir que sur le fonds de transition juste, il doit être fait un lien direct avec des filières qui sont identifiées, qui sont listées là. Il faudra bien regarder dans le DOMO la définition des filières et le cadre exact. Donc, on est sur du financement de bâtiments, d'espaces favorisant l'innovation, la croissance et l'échange. Par exemple, les pôles entrepreneuriaux, des pépinières d'entreprise qui sont soit sur la construction, soit sur la modernisation, dont la rénovation thermique. Donc, le but n'est pas de financer des projets de rénovation thermique, mais de financer vraiment des bâtiments d'innovation et de croissance et d'échange, je reprends les termes, qui peuvent faire l'objet d'une rénovation thermique. Voilà, donc je vous inviterai à aller sur le site, je pense fin mars, début avril, si vous voulez avoir plus de détails sur ce fonds de transition juste, avec le détail des DOMO, et vous aurez le contact, le mail pour la personne qui gère ce fonds. Côté des financements, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la seule en France sur la partie fonds européens à avoir la particularité d'avoir 2 catégories de territoires. Donc, la Commission a qualifié le territoire Auvergne comme une région en transition, ce qui nous permet d'avoir un taux d'intervention moyen de 60%. Le territoire Rhône-Alpes, lui, est une région développée et donc on est sur un taux moyen de 40%. Le territoire FTJ, on est sur un financement moyen de 50%. On est sur un taux moyen puisque l'intervention du FEDER intègre le cadre réglementaire, donc le taux minimum d'autofinancement, les cofinancements et aussi les disponibilités financières du programme dans le cadre de l'enveloppe des 35 millions qui sont ouvertes à ce stade. Et oui, petite alerte, le FEDER n'est pas compatible avec les fonds France Relance, puisqu'il y a des fonds européens dans le fonds France Relance, et donc on ne peut pas cumuler 2 fonds européens, mais c'est cumulable avec tous les autres fonds nationaux ou départementaux. Le circuit du projet est assez classique. On fait le dépôt donc, sur la plateforme e-Synergie. Une fois le projet instruit, il est passé en comité de programmation pour avis. Et ensuite, il y a une décision du président par arrêté. À la suite de la signature de la convention, l'opération se réalise. On vous alerte qu'il faut nous prévenir un maximum en amont s'il y a des modifications en termes de calendrier, en termes de projets, de cofinancement supplémentaire pour qu'on puisse anticiper au maximum.
T'es allé un petit peu trop vite, je reviendrai après là-dessus. Sur la demande, ensuite la demande de paiement, la vérification des pièces justificatifs et du respect des obligations réglementaires. Le paiement et comme vous le savez, sur les fonds européens, il y a beaucoup d'organismes d'audit. Donc, du coup, on est très vigilant sur la vérification des pièces et ensuite, on arrive sur l'archivage. Sur les points de vigilance, on vous alerte sur le fait de déposer un dossier le plus complet possible. Vous recevrez des accusés-réception de dossiers complets. Nous avons 4 programmations par an. Environ une par trimestre. Donc là, on est sur une début avril, la prochaine est début juillet et après, c'est sur octobre, décembre la plupart du temps. La convention est un document de référence important qui définit le calendrier de paiement, les engagements financiers, les obligations. On vous recommande de lire attentivement le document qui permet de fluidifier la partie paiement et d'avoir tous les éléments obligatoires pour les fonds européens. Sur la partie suivi des demandes, donc comme je vous l'ai dit plus tôt, nous indiquer toutes les modifications. Et donc, vous pouvez avoir différents contrôles en cours de réalisation et également des audits en fin d'opération. Donc, même quand c'est payé, on n'est jamais tranquille. Voilà. Après, on vous accompagne le plus possible dans ces contrôles et on essaye de caler le plus possible en amont pour éviter le moindre souci. Pareil, comme tous les financeurs, mais en tout cas, l'Europe a une grosse attention sur la publicité. Donc là, c'est les nouveaux logos qui ont changé par rapport à 14-20. Vous les retrouverez sur le site L'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont vérifiés au moment du paiement et aussi, c'est un point d'attention systématique sur les contrôles et les audits. On vous a mis le lien vers le site sur lequel vous retrouverez donc les informations sur le programme, sur les fiches d'OMO sur l'ensemble des thématiques, les formulaires de contact avec les adresses mail, les aides pour le dépôt sur e-Synergie et les listes des pièces qui sont également sur le portail e-Synergie. Et enfin, donc, le service FEDER est organisé par territoire. Donc, on vous a mis les différentes unités avec les différents départements et les chargés de mission à contacter directement. Donc, quand il y en a plusieurs, vous mettez tout le monde en copie. Vous avez plus de chances qu'on vous réponde rapidement. Et la personne contact également pour le volet FTJ. Merci de votre attention. Super, merci beaucoup, c'était très clair. Donc on va passer tout de suite aux questions-réponses. On a un certain nombre de questions, Marine, qui sont arrivées dans le chat. Oui, tout à fait. Donc on a une question concernant les avances. Est-ce qu'il y a des avances possibles sur le FEDER? Oui, comme l'a dit, enfin, tu voulais répondre, Yannick? Non, je t'en prie. Les avances sont possibles sur justificatif, c'est-à-dire qu'il faut nous indiquer le besoin pour la collectivité. La particularité, comme on a un coût unitaire, on ne peut pas verser d'acompte, donc on a ouvert des avances, mais c'est vraiment sur justificatif et elle sera validée après par l'autorité de gestion. Ok. On avait également une question sur la liste des pièces justificatives, mais vous avez indiqué après le lien sur votre avant-dernière slide, donc les participants y auront accès. On a des questions ensuite sur l'utilisation des bâtiments. Donc, un gymnase qui est utilisé tous les jours par les écoles et les collèges, donc via une convention d'utilisation, peut-il bénéficier du FEDER? C'est vrai que c'est la question assez récurrente en fait. Sur le volet qu'on vient de décrire, là, les gymnases, ils sont éligibles à partir du moment où ils sont intégrés à un projet de rénovation globale de l'ensemble scolaire. Là, on peut le prendre. Isolé, on a eu des échanges récemment encore là-dessus. Isolé, pour l'instant, c'est pas possible. C'est considéré comme bâtiment dédié au sport. Et donc, l'idée pour l'instant, c'était de le mettre sur
l'appel à projet OS5 du FEDER. Donc voilà, la réponse en l'état, un gymnase une collectivité qui déposerait un dossier pour un gymnase tout seul, même si effectivement il y a bien une vocation à être utilisé une bonne partie du temps par l'école, ça passerait pas. Il faudrait vraiment que ce soit l'ensemble, un projet d'ensemble. D'accord. Et donc, si un bâtiment change de destination, par exemple d'un appartement communal à une école, est-ce que c'est éligible également? Avec Claire, A priori, je dis oui si c'est vraiment pour mettre une école. Donc, c'est une réhabilitation d'un bâtiment pour une école. Voilà. Après, pour des projets spécifiques, on vous invite à aller voir directement avec les chargés de mission. Comme ça, on pourra regarder le projet plus précisément. Ouais, c'est peut-être ça la consigne, c'est dès qu'il y a un doute ou qu'il y a une oui, situation un peu particulière, c'est peut-être mieux de vérifier avant de se lancer dans le dossier, quoi. ouais, c'est ce qu'on essaie de faire passer, c'est qu'il faut surtout pas hésiter. Normalement, quand même, les équipes là, on doit pouvoir vous répondre assez rapidement. Donc, vous avez nos coordonnées mail à la fin de la présentation. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre contact rapidement, directement avec les chargés de mission, en fait, parce que c'est vraiment nous qui serons en première ligne pour vous accompagner. Comme ça, on pourra regarder un peu plus spécifiquement. Là, les questions qu'on vient d'avoir, c'est vrai qu'elles sont c'est des questions qu'on a de façon assez récurrente et puis c'est des bonnes questions, mais l'idée, c'est d'avoir un contact direct avec nous, quoi. D'accord. Et ensuite, on a une question donc, sur le Fonds pour une transition juste. Est-ce que vous pourriez préciser comment ont été sélectionnés les territoires? Eh ben, il fallait que les territoires répondent aux conditions du fonds de transition juste. Donc, au départ, je crois qu'il y avait juste quelques territoires et qui n'étaient pas du tout en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait des propositions au niveau de la commission. Il y a eu des, des négociations très serrées pour arriver à ces territoires. Il fallait justifier voilà, d'une pollution particulière ou voilà, d'impact important sur les économies d'énergie, etc. Voilà. D'accord. Je me permets de voir, il y a des questions qui portent sur le fait, je voulais en parler tout à l'heure, si des dépenses ont déjà été engagées, sont-elles éligibles? Oui. Nous, ce qui compte, c'est que le projet ne soit pas achevé au moment du dépôt de la demande de subvention, mais on peut, de façon rétroactive, prendre en compte des dépenses. Après l'examen, il se fera sur le fond et sur l'éligibilité technique du projet, mais des dépenses peuvent déjà avoir été engagées. Donc, ça veut dire que l'opération peut avoir commencé Ouais. avant l'acceptation, au moment du dépôt du dossier. Normalement, réglementairement, c'est le 1er janvier 2021 qui donne le coup d'envoi au programme. Et donc, on peut, même si la commission a validé 2 ans après quasiment le programme, on peut revenir jusqu'au 1er janvier 2021 si ce n'est pas achevé. Avec sous réserve que le bâtiment soit pas. Oui. Alors, normalement, c'est aussi pour ça qu'on a des bâtiments, un type de bâtiment assez restreint, puisqu'on a essayé de cibler des bâtiments qui ne sont pas éligibles au régime d'aide d'État, donc qui n'ont pas une activité économique au sens de la Commission européenne. Puisque du coup, si on est sur un bâtiment considéré comme ayant une activité économique, on est soumis à une règle d'incitativité. Dans ce cas, on doit déposer une demande avant le démarrage des travaux. Mais du coup, normalement, sur les typologies ciblées, on n'est pas concerné, donc on peut faire du rétroactif. D'accord. On a une question aussi concernant les cumuls. Est-ce qu'il est possible de cumuler le fonds vert et le FEDER sur un même projet? Oui, l'exclusion, elle porte sur les fonds de France Relance, pardon. Mais sinon, on peut se cumuler. On avait l'habitude de le faire avec la DETR, par exemple. Le fonds vert, il n'y a pas de contre-indication. La seule difficulté qui va être... Oui. Ouais, je t'en prie. C'est que, oui, le FEDER a pour habitude d'intervenir en dernier. Donc, du coup, il faudrait que tous les cofinanceurs soient validés. Donc, s'il y a des demandes de fonds verts, il faut attendre du coup les décisions du fonds vert avant qu'on puisse valider le FEDER. D'accord, donc il n'y a pas d'incompatibilité, c'est juste un ordre de validation des décisions. Et après, pour optimiser les fonds publics, c'est parfois un peu contre-productif, enfin pas contre-productif, mais de solliciter trop de financeurs publics, ça grève le plafond. On s'approche du plafond de 80% d'aide publique et du coup, ça peut diminuer la part du FEDER. Voilà, faut échanger là-dessus. Pareil, plus on échange en amont même sur les montages financiers, plus on peut optimiser l'apport de chacun.
Pour l'échange amont, je m'excuse de prendre la parole, mais pour l'échange amont, justement, il n'y a pas de trame particulière. On vous appelle avec le projet ou une petite note sur le projet pour situer les points d'interrogation ou les points de discussion. Oui, oui. Je crois qu'il y a une fiche projet type qui doit être mise en ligne sur le site, mais ça ne représente pas la majorité des échanges qu'on peut avoir avec les collectivités. Donc, oui, il ne faut pas hésiter. Okay, super. Et sinon, oui, peut-être une dernière question. Donc, quels fonds vous conseilleriez pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux comme des gîtes, comme l'appel à projet OS5 est clos actuellement? Les gîtes en eux-mêmes, je ne suis pas sûre. On a une fiche sur le tourisme social et solidaire. Donc, il faut voir quelle typologie de gîtes. Éventuellement sur la partie Massif central, parce que le nouveau programme a un axe à absorber en fait le FEDER Massif central. Et donc, il faudrait également regarder s'il n'y a pas une possibilité d'intervention sur des équipements de ce type. Mais c'est vrai que actuellement, enfin, avec la fermeture de l'appel à projet, j'ai vu cette question aussi. Donc, c'était depuis la semaine dernière. En tout cas, ça ne pourrait pas être sur la mesure qu'on a décrite. On conseille en règle générale d'aller régulièrement sur le site. Les fiches d'OMO évoluent, elles évoluent en fonction de la consommation des crédits souvent en milieu de programme et des fois un petit peu avant. On a des transferts de crédits qui peuvent se faire d'une thématique à une autre. Donc, il ne faut pas hésiter à les voir régulièrement ou à nous contacter pour savoir où est-ce qu'on en est et s'il n'y a pas des thématiques qui sont ouvertes ou qui ont été fermées entre-temps. D'accord. Alors, j'ai pas d'autres questions dans le C'est chat. bien. Moi, je propose qu'on en profite. Donc, on peut continuer un peu la discussion. Puis tout à l'heure, on avait passé certaines questions concernant la Banque du Territoire. On peut peut-être ouvrir un peu plus la discussion sur les deux fonds. Notamment, la Banque du Territoire, il était posé comme question, est-ce que vous avez une liste des études que vous pouvez financer en amont des projets? Non, elle n'existe pas, puisqu'en fin de compte, on s'adapte à chacun des projets. En fait, le but de l'ingénierie, c'est vraiment de passer à l'action, quoi. C'est d'aider en fait la collectivité locale. Voilà. Donc, j'ai répondu là en B2B parce que la question était posée aussi sur les diagnostics énergétiques, sur lesquels on n'intervient pas, nous. Tout ce qui est réglementaire, on n'intervient pas. Le but, c'est d'avoir une valeur ajoutée dans l'ingénierie qu'on apporte. Le fait d'apporter une subvention à un diagnostic énergétique, sauf si ça rentre dans un tout, si ça rentre dans un PPI, là, dans ces cas-là, on peut peut-être on peut le faire. Mais voilà, le sujet était là. Mais on n'a pas de liste identifiée, on s'adapte à chaque projet. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres débats? C'est vrai que moi, je suis un peu… je me dis, voilà, deux nouveaux fonds. Alors, on avait déjà les déciles des ETR et autres qu'on avait l'habitude de faire, les C2E. Se rajoutent les deux fonds et c'est vrai qu'il y a des questions à se poser sur est-ce qu'on met tous les dossiers dans tous les fonds? Est-ce qu'il faut prioriser certains fonds pour certains dossiers? Ça va nécessiter quand même une intégration. Je ne sais pas si certains accompagnateurs ou des gens qui manipulent beaucoup de dossiers ont des éléments à nous apporter sur ce débat finalement, des priorités ou des complémentarités entre les différents fonds. Il n'y a pas, enfin, oui, il y a pas vraiment de réponse. Voilà, on est sur des timings qui sont aussi différents. C'est vrai que le programme est lancé sur 7 ans sur la partie FEDER, sur le fonds vert, on est plus limité. Je pense que le but, ça va être aussi qu'on échange aussi entre cofinanceurs et puis avoir aussi voilà, que les plans de financement soient travaillés pour essayer de ne pas forcément s'éparpiller et voir ce qui peut être intéressant selon le calendrier des projets. Mais c'est vrai que je me demande aussi si au sein du centre de ressources de la rénovation des bâtiments tertiaires, vous avez vu qu'on a un site internet, on fait aussi de l'information mensuelle, hein. On pourrait peut-être aussi communiquer quand vous avez des niveaux d'avancement, des niveaux de dépenses ou des bilans annuels ou semestriels sur les dépenses du FEDER, par exemple, ou même du fonds vert. On pourrait après tout les communiquer à tous.
plutôt que de laisser chacun aller sur le site, on n'y pense pas toujours. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez d'une initiative comme celle-là qui pourrait être, où on pourrait être l'intermédiaire d'une communication de votre part sur l'avancement des dépenses ou l'avancement des consommations de fonds. Je pense pas qu'il y ait de souci de principe, sur le principe, parce qu'effectivement, on alimente on alimente. Si vous nous le demandez, en gros, qu'on vous communique un peu l'état d'avancement Alors après, c'est aussi si vraiment l'état d'avancement, c'est des documents, je pense, qui sont, j'allais dire publics, mais je suis pas sûr qu'on peut consulter sur notre site à nous. Je Mais ne suis pas sûre. Oui, je crois qu'il y a la liste des projets. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment le taux de programmation qui est fait. De toute façon, à chaque comité de programmation, on a un bilan qui est fait au fur et à mesure. Mais oui, je pense qu'on aura tout intérêt à multiplier les canaux de communication, voire de centraliser du coup sur après, certains sites. on parlait de quel est le fonds le plus adapté. La mise en place de notre coût unitaire, là, on disait 469 € du mètre carré, fait quand même que des projets, des petits projets, sans que ce soit péjoratif, mais avec des surfaces modestes, je suis pas certain qu'ils aient intérêt vraiment à venir chez nous parce qu'on va finalement se retrouver sur une assiette. Le 469, c'est le fruit de plusieurs mois de travail, mais c'est vraiment centré sur la partie rénovation énergétique pure des travaux. Sur une petite surface, ça ferait pas une assiette éligible finalement très importante sur laquelle on calerait la subvention. Donc, je suis pas certain que ces projets-là aient intérêt à. Tu m'arrêtes, Marie-Claire, si tu n'es pas en phase, mais Non. à venir nous voir. C'est quand même assez lourd le dossier quand même pour finalement un montant de subvention qui pourrait être décevant quand on devra enlever les cofinancements publics déjà obtenus. Merci beaucoup. Je vois des questions nouvelles qui sont apparues dans la discussion. Enveloppe fonds vert 2024. J'imagine qu'il est trop tôt, Antoine. Bah, oui, je pense. Non, mais par contre, nous, ce qui nous est dit, c'est que en fonction justement du rythme d'engagement de ce fonds, avec un retour sur comment c'est utilisé au niveau local, sur les différentes mesures, etc. Enfin, voilà, ça va être contrôlé par les contrôleurs budgétaires nationaux et régionaux pour voir justement l'impact et surtout l'effet levier de ce fonds pour des projets ambitieux en termes de transition écologique avec des critères bien précis de gains en consommation d'énergie et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est sûr que les projets qui vont être remontés et financés cette année, en fonction de leur performance environnementale et également ce qu'ils appellent performance budgétaire pour la consommation des crédits, ce sera scruté de près pour réengager ce fonds-là qui s'appellera fonds vert ou autre chose. C'est vrai qu'on a eu le plan de relance, maintenant le fonds vert, donc on peut imaginer que pour les années après, éventuellement, il pourrait y avoir d'autres dispositifs d'accompagnement. Mais c'est sûr que ça va être regardé de près pour voir si c'est pertinent de continuer à le faire. Et je sais que voilà, le ministre s'était félicité des demandes rapides qui arrivaient sur les dossiers, sur des marches simplifiées, spécifiques à ce fonds vert, pour montrer que la transition écologique, elle avançait dans les territoires. Donc voilà, je pense que si on mobilise bien ce fonds, je pense qu'on réfléchira à la suite à le pérenniser ou à faire autre chose. Oui, puis on note cette idée aussi d'arriver à travers notamment la lettre info de Info Bâtiment, d'arriver à communiquer vers tout le monde régulièrement, tous les 6 mois ou autres, sur les avancées, sur les perspectives. C'est quand même intéressant. Marine, il y avait d'autres questions dans le chat qui sont arrivées? Oui, on a une question après sur les supports de com qui seraient disponibles, notamment pour mettre à disposition des élus, là en l'occurrence de l'Ain, mais donc j'imagine que ce sera à dispo plutôt sur les sites que vous nous avez présentés. On pourra rappeler ces liens dans le compte rendu qui sera transmis aux participants. Donc j'espère que ça répond à votre besoin. Je vois qu'il y avait une petite question sur le volet construction. On ne s'est pas trop attardé dessus parce qu'effectivement, sur le FEDER, on n'a pas énormément d'argent là-dessus. La personne demande si ça vaut le coup de déposer des dossiers. Je conseillerais de prenez quand même contact avec les chargés de mission de votre territoire
Effectivement, là-dessus, on marche un peu sur des œufs parce que potentiellement, ça pourra aller très vite. Donc, en fonction de la maturité de votre projet, votre capacité à le déposer très rapidement ou pas, il y aura peut-être discussion, mais on aura du mal à vous répondre plus précisément ce matin. Donc, il vaut vraiment mieux prendre la tâche de chargé de mission dont on vous a indiqué les coordonnées. Ils vous diront rapidement s'il n'y a plus de disponibilité ou est-ce qu'on fait comme une file d'attente. Ils vous donneront peut-être plus d'indications. Merci beaucoup. Donc, toutes les présentations, on vous les met le plus rapidement. On va les envoyer à tous les participants avec un petit compte-rendu. Également, elles seront aussi disponibles sur le site reno-aura.fr. S'il n'y a plus de questions, on peut arrêter là. Vraiment, merci beaucoup à tous les intervenants. À la fois, je trouve que c'est vraiment très encourageant aussi pour la rénovation des bâtiments. C'est-à-dire qu'on voit, comme vous l'avez dit aussi, que ça a un grand intérêt. Et puis, ces deux nouveaux fonds. Alors, on espère que ce ne sera pas des usines à gaz qui vont complexifier les dossiers. Et on a vu quand même qu'il y a des efforts de simplification d'un côté comme de l'autre. On espère aussi que les dépôts en ligne vont être un facteur de simplification plus qu'un facteur de complexification. Mais bon, on restera attentif là-dessus. En tout cas, merci à tous de vos interventions. Et puis, on vous souhaite à bientôt. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la lettre bâtiment, inscrivez-vous et comme ça, vous recevrez toutes les informations sur nos prochains événements. Merci. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Et à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir.